Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un navire de ravitaillement. Avril 2025. Le soleil se lève et la mer Rouge est calme. Une journée de plus dans une région déchirée entre conflits et paix. Un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et les Houthis a été déclaré quelques jours auparavant. Pas d'escalade ouverte, pas de frappe directe. Mais cette trêve? Les accidents n'étaient pas couverts. Les drones continuaient de voler. Et cela n'a certainement pas dissipé la méfiance. T+, un sous-marin américain opère en silence dans ses eaux. L'USS New Mexico. Un sous-marin d'attaque de type Virginia. 230 pieds de profondeur. Il observe. Il écoute. Il attend. Pendant ce temps, un opérateur sonar Houthi détecte un objet de grande taille. Aucune escorte. Aucune couverture. Un signal lent près de la côte yéménite. Que pense-t-il? Un navire logistique. Il lance donc un véhicule sous-marin sans pilote, UUV, chargé d'explosifs. Ils visent quelque chose de bien plus dangereux. Mais ils n'en sont pas conscients. La trêve était-elle toujours en vigueur? Elle va être rompue. L'USS New Mexico n'a subi aucun dommage, mais ce n'était pas le but. Car dans la guerre sous-marine, le simple fait d'être repéré est un échec. Touché? Cela ne s'était jamais produit auparavant. Et maintenant? Toutes les procédures se sont mises en place lorsque cette UUV a touché la coque, même s'il n'a pas explosé. Cela n'avait rien à voir avec une éraflure sur l'acier. Voici ce que cela signifiait. Ils ont touché un sous-marin américain, dans une zone de conflit, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur. Les États-Unis et les Houthis avaient annoncé un cessez-le-feu temporaire quelques jours avant cet incident. Pas un seul coup, pas d'escalade. Cependant, ce cessez-le-feu était fragile, non-official, fondé sur la retenue mutuelle, et il était fragile. Les accidents n'étaient pas couverts. Les drones sous-marins n'étaient pas couverts. T+, les sous-marins américains n'étaient sans doute pas inclus, car les sous-marins américains appartiennent à un groupe distinct. Ils sont plus que de simples armes. Ce sont des ressources précieuses, des plateformes qui collectent des renseignements, lancent des missiles de croisière et assistent parfois des unités d'opération spéciales. Vous ne vous en prenez pas seulement à la marine si vous vous en prenez à l'un d'entre eux. C'est un élément essentiel de la défense américaine qui est provoqué. Il n'y avait aucune surface de l'USS New Mexico. Il n'a pas pris feu. Mais cela n'était pas nécessaire. En moins de 3 secondes, le groupe d'attaque Eisenhower a reçu le signal. Les protocoles ont ensuite pris le relais. Car la réaction part toujours du pire scénario, que l'attaque soit intentionnelle ou non. C'est ainsi que cela fonctionne. Le sous-marin vérifie d'abord qu'il n'y a pas de dommages graves. Toutes les données des capteurs, y compris les caractéristiques thermiques, magnétiques et acoustiques, sont ensuite transmises à la hiérarchie. Et une fois la menace vérifiée, on passe aux choses sérieuses. Personne ne dit « attendons de voir ». Car attendre et voir, c'est tuer des gens en mer Rouge. En conséquence, les analystes américains connaissaient déjà le lieu de lancement du drone, sa trajectoire et probablement ses programmeurs, tandis que les Houthis tentaient encore de déterminer ce que leur UUV avait réellement touché. Que ce soit un accident ou non n'a aucune importance. Le mécanisme est activé lorsque vous entrez en contact avec un sous-marin américain. La machine était désormais en marche. Ce n'était pas n'importe quel sous-marin qu'ils avaient touché. Il s'agissait du sous-marin d'assaut de classe Virginia USS New Mexico SSN 769, conçu dans un seul but, la domination sous-marine. Et les Houthis auraient peut-être simplement choisi une nouvelle cible s'ils en avaient été conscients. Analyson Sella. Comme l'USS New Mexico est propulsé par l'énergie nucléaire, il peut rester immergé pendant des mois sans remonter à la surface. Il n'a pas besoin d'air ni de carburant. Silencieux comme un fantôme, il glisse simplement sur la mer. Des revêtements anéchoïques, qui sont essentiellement des panneaux en caoutchouc absorbant les ondes sonores, recouvrent sa coque. Son propulseur réduit le bruit à presque zéro, car il s'agit d'un jet à pompe plutôt que d'une hélice. Vous ne pouvez pas anticiper ce sous-marin. Il est invisible. Ce n'est que lorsqu'il a disparu que vous réalisez qu'il existait. Il n'est pas seulement rusé, il est aussi risqué.
Il peut déployer des équipes d'opérations spéciales à travers un abri à pont sec et est équipé de torpilles Mark 48 et de missiles de croisière Tomahawk. Il est doté de véritables crocs et fait généralement partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, comme la poursuite d'autres sous-marins, la cartographie des dangers ou la collecte de renseignements. Le plus étrange vient ensuite. Les habitants du Nouveau-Mexique sont restés calmes lorsque l'UUV s'est approché. Même la profondeur n'a pas changé. Il a poursuivi ses exercices. L'UUV en approche a été repéré par l'opérateur du sonar. Lent, discret et étrangement agressif. Il était dirigé. Ce n'était pas un débris ni une mine, et il approchait rapidement. Le sous-marin a effectué un déplacement latéral en silence. L'UUV n'a pas explosé, mais il a éraflé la coque. Cette interaction a toutefois suffi. Tous les marins présents dans la salle de contrôle ont compris ce que cela signifiait. Le capitaine n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Chaque semaine, le personnel se prépare à ce genre de situation. Ils ont envoyé une commande silencieuse. Des paquets de données ont été transmis. Les canaux sécurisés sont désormais opérationnels. T+. Le groupe aéronaval Eisenhower recevait déjà des données télémétriques et tactiques complètes, même si le monde extérieur restait silencieux. Vecteur de lancement. Signature sonar, vitesse et cap. Personne à bord de l'USS New Mexico ne savait avec certitude si l'attaque était intentionnelle. Mais une chose était sûre. Il n'y avait aucune question sans réponse. Le groupe d'attaque Eisenhower était déjà sur place et n'a pas attendu que le drone sous-marin entre en contact avec la coque. Les situations ne sont pas surveillées par les groupes d'attaque des porte-avions. Ils passent à l'action. Le signal est arrivé sous la forme d'un flux de données provenant du centre d'information de combat de l'USS Dwight D. Eisenhower. Des échos sonores, des rapports de contact et un message important. Aucune voix. Aucun retard. Contact avec le sous-marin. UUV in canoe. Proximité de la coque vérifiée. Ce n'est pas un exercice. Il est temps d'y aller. Le radar de l'Eisenhower tournait à toute vitesse. Les destroyers du groupe ont activé leur système de suivi de surface et sous-marin. Les équipes de guerre électronique ont préparé les pods de brouillage. Par mesure de précaution, les systèmes de combat Aegis ont commencé à rechercher des solutions de tir. Il n'était pas question de paniquer. C'était une question d'attitude, car un tir sur un sous-marin américain, qu'il soit délibéré ou non, a des répercussions sur l'ensemble de la situation. Même si le cessez-le-feu est théoriquement en vigueur. Un destroyer de classe Berg situé à proximité, l'USS Gravely, a activé ses sonars pour rechercher d'autres drones, armés de sonobouées et de capteurs anti-sous-marins. Des avions P-8 Poseidon ont décollé d'un aéroport djiboutien. De plus, des EADNG afin de brouiller les communications, de perturber les radars ennemis et de dissimuler les activités américaines dans un brouillard numérique. Des Growlers de l'escadre aérienne de Like ont commencé à tourner en altitude. L'un des protocoles d'engagement rigoureux suivis par la marine américaine est extrêmement évident. Il faut agir dès qu'un atout stratégique est légèrement touché. Par conséquent, l'armée américaine avait déjà approuvé une réaction à plusieurs niveaux, même si le public ignorait encore qu'il s'était passé quoi que ce soit. Restraint, précise et instantanée. L'opération Deep Pinpoint était le nom initial de l'opération. Il s'agissait simplement de réduire le danger, et non de riposter ou d'escalader le conflit. Le poste de commandement de l'Eisenhower a émis la première directive, qui consistait à créer un ensemble de frappes multidomaines. Cela nécessitait un soutien aérien coordonné en plus des missiles de croisière lancés depuis la mer. Les seuls objectifs étaient de s'assurer que tout le monde avait bien compris le message et de neutraliser le site de lancement des UUV. Avec des missiles de croisière Tomahawk alimentés par un GPS fixe, un site fortifié à l'ouest de Ras Issa, soupçonné d'abriter des systèmes de drones, les portes du VLS se sont ouvertes en grinçant depuis l'USS Grimley. Un avion de radar Hawkeye E-2D coordonnait l'espace aérien au-dessus du groupe d'attaque. Et 2 EA-18G Growlers, des avions de guerre électronique destinés à couper les
communications ennemies et à aveugler leurs radars, se trouvaient directement derrière lui. La première vague était constituée de ces appareils. La deuxième vague était plus redoutable. Équipés de GBU-38, JDAM et d'AGM-154 JCU, des armes de combat à distance, et de bombes intelligentes capables de frapper avec précision des cibles fixes à des dizaines de kilomètres. 4 FA-18. Super Hornets ont décollé du pont d'envol de l'Eisenhower. Tout était une question de timing. Les premiers à entrer en action. Les Growlers ont transmis des brouillages de spectres sur les fréquences contrôlées par les Houthis. La confusion s'est emparée du réseau. Les radars ennemis se sont éteints et les antennes paraboliques le long de la côte sont tombées dans le noir. Les Hornets sont alors arrivés, rassant la surface de l'eau pour éviter toute trace de couverture radar, tout en volant rapidement et à basse altitude le long du littoral yéménite. Leur cible, le centre de contrôle des UUV à Ras Issa, est la cible principale. La cible secondaire est un relais de communication locale qui serait utilisé pour diriger les mouvements des drones. La troisième cible est une petite cache d'armes découverte par imagerie thermique lors de missions de reconnaissance, de surveillance et de renseignement. Les Tomahawks ont frappé les premiers, silencieusement, rapidement et pendant longtemps. Chacun d'entre eux a explosé au cœur du bâtiment après avoir traversé le toit renforcé grâce à une ogive à fusée retardée. Les JDAM sont ensuite arrivés, silencieux jusqu'au dernier moment, volant à 20 000 pieds d'altitude. Le littoral a été secoué par des explosions. Plus important encore, il n'y a pas eu de riposte lorsque les incendies se sont déclarés. Aucune réponse anti-aérienne, aucune représaille, aucun verrouillage radar. Cela a fourni aux commandants toutes les informations dont ils avaient besoin. Le site les a pris au dépourvu. Les Houthis n'avaient aucune idée que le sous-marin se trouvait à portée, et encore moins qu'il allait lancer une riposte complète en quelques minutes. Et le message était clair pour tous ceux qui regardaient, qu'ils soient à Moscou, Damas au Téhéran. Si vous touchez la mauvaise plateforme, le ciel vous tombera sur la tête. Même si l'opération a duré moins de 7 minutes, elle a changé du jour au lendemain les règles en vigueur en mer Rouge. La frappe est terminée. 3 impacts confirmés en 7 minutes, sans aucune victime américaine. Cependant, les dégâts sont aussi bien stratégiques que physiques. Et c'est ce genre de dommages qui perdurent au combat. L'histoire a été racontée par les réseaux Houthis interceptés. D'abord le silence, puis le chaos. Des unités coupées du monde, des commandants donnant des instructions partielles, des équipes au sol tentant de se réorienter via des fréquences de secours, et d'autres disparaissant tout simplement de la carte. Voilà quelques exemples. Le drone sous-marin, quelle que soit la structure de commandement qu'il avait lancée, avait cessé de communiquer. Au-dessus, des plateformes ISR telles que le MQ-4C Triton surveillaient la situation. Elles surveillaient les signaux, le trafic routier et les signatures thermiques dans toute la zone. Des camions armés ont été aperçus quittant les lieux à toute vitesse sur les images du Triton. Certains se sont simplement arrêtés net, tandis que d'autres se sont enfoncés dans les terres. Il ne restait plus personne pour le défendre. Il ne s'agissait pas vraiment d'un barrage de missiles à grande échelle. Il s'agissait plutôt de s'emparer de terre ou de détruire des infrastructures. Il y avait un message. Les drones peuvent être touchés. Même les destroyers sont des cibles. Cependant, on ne touche jamais un sous-marin. Pas dans les eaux étrangères. Pas à proximité d'un groupe de porte-avions. Pas sans répercussion. De plus, la réponse du CENTCOM était sans ambiguïté, malgré l'absence de déclaration publique de la Maison-Blanche. L'objectif reste la désescalade, mais les intérêts américains seront protégés si nécessaire. Interprétation? Nous continuons à observer. Essayez encore. Nous n'hésiterons pas. Après cela, un changement silencieux s'est produit. Les itinéraires de patrouille ont été modifiés par les sous-marins américains dans la région. Les groupes en grève ont renforcé leur couverture aérienne. De plus, la coordination le long de la route de la mer Rouge a été renforcée par les pays de la coalition. De la France au Royaume-Uni,
Les réseaux de propagande des Houthis se sont également tus. Aucune vidéo de victoire. Aucun rapport faisant état de la chute d'avion. Simplement des vidéos réutilisées provenant d'attaques précédentes. Aucune d'entre elles ne correspondait aux événements réels. In public. L'incident a été effacé, car désormais, tous les équipages radar, les opérateurs de communication et les équipes de lancement de drones Houthis sont au courant. Vous jouez avec le feu si vous visez quelque chose sous la surface. Et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas un coup de semonce. La vraie question se pose désormais. Cela n'aurait-il pas pu être un accident? Et si le navire de ravitaillement n'avait jamais été la cible visée par le drone sous-marin? Et si les Houthis ou leurs conseillers connaissaient les cibles? Car tout change alors. Les critères ont tout simplement changé s'il ne s'agissait que d'un test, d'une reconnaissance ou d'un signal, et pas seulement en mer Rouge. Dans la guerre sous-marine, la capacité est plus importante que l'objectif. Peu importe que vous ayez eu l'intention de vous approcher autant d'un sous-marin si vous démontrez que vous en êtes capable. Vous venez de prouver que vous en étiez capable, et c'est une ligne rouge pour la marine américaine. Les sous-marins de la classe Virginia sont plus que de simples équipements militaires. Ce sont des ressources précieuses, dans une zone à haut risque. Ils constituent des yeux, des oreilles et peut-être même une option de première frappe. Ils ne sortent pas pour être pris en photo. Ils ne font pas d'annonce. Le silence est rompu si l'un d'eux est repéré. Alpire. Touché. Et tout repose sur ce silence. Par conséquent, si les Houthis ne parviennent pas à utiliser un UUV pour atteindre un sous-marin, ne serait-ce qu'une seule fois, cela crée une porte difficile à fermer. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas un simple effleurement de la coque. Il pourrait s'agir d'un impact direct, d'une brèche ou d'une explosion. Et si cela se produit, le gant sera jeté, cessez le feu ou pas, parce qu'on peut s'en tirer en abattant un drone. Un destroyer peut même être endommagé et utilisé à des fins de propagande. Mais un sous-marin, ce n'est pas la même chose. Si vous pensez que cela n'est pas possible, n'oubliez pas que des drones sous-marins sont déjà utilisés. T+. Des sous-marins comme l'USS New Mexico sont désormais en service. Il suffit d'un mauvais signal, d'une identification erronée et d'une décision prise à la hâte dans une salle de contrôle qui n'aura pas de seconde chance. Et tout bascule. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les Houthis tenteront réellement de frapper un sous-marin américain? Est-ce vraiment un risque que vaut la peine de prendre pour un groupe comme celui-ci? Ou une attaque de ce type était-elle inévitable? N'hésitez pas à partager votre opinion dans la section commentaires. Pensez-vous que les drones sous-marins constitueront un danger sérieux à l'avenir? Ou pensez-vous toujours que les sous-marins sont trop dangereux et trop silencieux pour être pris pour cible? Nous lisons tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à laisser le vôtre. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour nous faire savoir si ce scénario vous a fait réfléchir ou vous a donné une meilleure idée de la façon dont un conflit sous-marin pourrait se dérouler.